remercier les organisateurs, quand même d'avoir osé inviter une personne de ma génération qui quand même est une polytraumatisée de la naissance, parce que je pense que la matinée a été certainement déjà un petit peu réparatrice pour moi, parce que je suis, je pense, assez résiliente, parce que clairement la violence à l'époque où je suis née a dû être terrible. Alors je pense que ce n'est pas un hasard non plus qu'ils m'ont confié l'heure de la sieste. Parce que, à mon avis, ils se sont dit que les ados se réveillent. Ou alors, un cran plus subtil, ils se sont dit que les problèmes de sommeil, c'était quand même déjà un gros point commun entre le nouveau-né et l'ado naissant. Je pense que les parents ne dorment pas, ils passent par des périodes où ils ne dorment pas, dans les deux cas. Quant aux ados, on sait que l'inversion du rythme diurne et nocturne participe quand même de leurs expériences de vie. Alors, comme on a déjà fait avec vous ce matin, je vais vous proposer un petit exercice. C'était pour vous empêcher de vous endormir. Alors, je vais vous demander de lever la main ceux qui ont un vrai souvenir qui forcément a émergé sur un mode particulier, il y a beaucoup de façons dont ça émerge, parce que c'est évidemment pas un souvenir avec des mots, de sa propre période périnatale. Bien sûr, je ne vous demande pas ce qu'on vous a raconté. Donc il faut que ce soit quelque chose qui, pour vous-même, est quelque chose qui est une trace et qui a pu émerger de telle façon que vous avez pu à un moment donné prendre conscience de quelque chose. Voilà, je vous laisse. Je vais aller un peu plus loin pour voir. C'est manifestement une minorité. Alors, c'est pas impossible qu'en fin de journée, vous soyez beaucoup plus nombreux à pouvoir lever la main. Hein, pas à cause de l'après-midi, à cause de la façon dont nous avons tous décanté tout ce qui a été raconté aujourd'hui. Bon, c'est assez embêtant, parce que ça veut dire qu'il y a quand même 80%, si pas plus, de la salle qui va devoir nous croire sur parole quand on parle des traces. Du coup, je me dis que ça vaut quand même la peine que je vous raconte une première histoire, rien que sur cette question-là. Donc au fond, des traces, parce que c'est quand même l'intitulé de la journée, les traces de la naissance. Chez l'être humain, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Alors on nous a parlé de mémoire cellulaire, voilà, moi aussi je parle de ça, mais est-ce que c'est inventé ou est-ce que c'est quand même vraiment consistant et précis? Alors, je vous raconte donc une première histoire. Je vais vous en raconter 3 et je vais vous faire un petit exposé théorique très court que je vais lire parce que sinon je vais raconter trop de choses et du coup je ne vous le ferai pas. Ça c'est pour me contenir. Peut-être que c'est une trace, cette nécessité de contenance. Alors, donc la première histoire, ça commence par un conflit de couple. En fait, il s'agit d'un couple, c'est une famille normale, papa, maman, 4 enfants, et au fond, les 2 parents sont tous les 2 engagés dans le développement, le développement durable, et donc ils ont quand même une position assez ferme là-dessus, considérant que le développement, c'est quand même un énorme apport par rapport à l'aide d'urgence, hein, je dirais selon ce proverbe chinois bien connu, hein, si tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris une journée, si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris toute sa vie. Et donc ils sont vraiment très d'accord et tous les 2 très engagés.
Donc, évidemment, la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sous dans la famille, mais tout le monde tient le coup, ça se passe bien. Les magasins de seconde main, ça existait quand même déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque fois qu'à la télé, il y a une émission, et il y en a quand même très régulièrement, qui filme, qui montre des films sur un endroit dans la planète où il y a une famine, soit qu'il y a la guerre, soit qu'il y a n'importe quoi, voilà, dit pas que notre madame, en cachette, parce que les économies du foyer ne sont pas énormes, fait un don. Et un don, quand même, conséquent. Bon. Forcément, vu que c'est une famille où les choses se passent bien, ben forcément, monsieur tombe dessus, et d'où le conflit. Et chaque fois, madame dit, mais c'est vrai, au fond, tu as raison, c'est vraiment ridicule, promis juré, je ne le ferai plus, redis-moi, mais oui, évidemment, on est bien d'accord, hein, ça ne sert totalement à rien, d'ailleurs, ce sont des gouvernements qui ils font exprès, ils provoquent une famine dans une partie de leur pays pour ouvrir des négociations, c'est vraiment pas correct, top, ok, premier juré. Bon, je ne vous dis pas, vous avez déjà compris que la compulsion de répétition ayant atteint cette dame, 3 mois après, nouvelle... et c'est chaque fois sur une famine. Donc il n'y a aucun problème, les enfants malades, elles résistent, mais quand elle voit une photo d'une mère qui est incapable de nourrir son bébé, d'un bébé complètement amaigri, elle ne peut pas s'empêcher. Et chaque fois, au 3e tour, elle dit, écoute, j'ai encore été le faire, et en cachette. Bon, même si elle peut, après ça, le reconnaître assez rapidement. Bon, conflit de couple. Pas un drame, on est d'accord, on ne va pas en faire un fromage, et donc ça ne pose pas de problème plus fondamental que ça. Je vous raconte maintenant, petit saut dans le temps, cette même dame, 43 ans, se retrouve en séance de thérapie corporelle, et au milieu de cette séance de thérapie corporelle, tout d'un coup, elle est secouée, vraiment secouée, tout son corps, elle tremble du haut en bas, elle se met à sangloter et à hurler de faim et de douleur de faim. Et voilà, je pense qu'elle est une demi-transe, et là, au bout d'un certain temps, ça se calme, elle ressort de cet état second, avec aucun sentiment d'étonnement, et au contraire, le sentiment d'un déjà vécu. Et elle se dit, il va falloir que j'interroge. Je pense qu'elle a dû être applaudie par le thérapeute, mais en tout cas, elle se dit, il va falloir que j'aille interroger ma mère, parce que manifestement, ça doit être quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et l'absence d'étonnement, pour elle, est certainement liée au fait qu'en fait, elle a eu un accident de voiture à 16 ans, et elle a été happée par une voiture et elle a fait un immense vol plané. Et elle a atterri, un macadam qui devait être passablement dur, et dans une autre séance de thérapie corporelle, elle avait revécu ce vol plané, dont elle avait un excellent souvenir, parce qu'elle avait trouvé que ça, c'était quand même, elle avait eu l'espace, un espace, et on sait qu'un espace de quelques secondes à des moments comme ça dure très très longtemps dans son vécu subjectif, et donc elle avait eu la sensation de voler. Et puis l'atterrissage, elle n'en s'en souvenait plus. Donc elle avait perdu. Et comme elle avait eu, à un moment donné, ce souvenir, avait réémergé, parce que ça, elle l'avait reconnu. Du coup, quand elle a eu cette histoire de faim, elle n'a pas été étonnée, parce que pour elle, ça a été une espèce d'évidence. Et donc, voilà notre madame de 43 ans. Je me suis dit, elle avait une fille qui avait déjà 20 ans, donc franchement, c'était vraiment pas quelque chose qui avait été réactualisé au moment d'une naissance. Elle est donc allée interroger sa mère, et sa mère lui a raconté que non seulement elle était née à terre, à 4 kilos, et qu'elle avait viré au jaune foncé
très rapidement après sa naissance et qu'elle avait surtout vomi à peu près tous ses biberons, malgré le fait qu'ils étaient dilués à l'eau jusqu'à ses 3 mois, bon, à partir desquels il avait été possible de lui donner des soupes de légumes un peu épaissies avec, à l'époque ça s'appelait le blédine, une petite farine épaississante, et à partir de ce moment-là, elle avait mangé, arrêté de pleurer, et elle avait grossi correctement. Mais la maman lui a aussi expliqué à ce moment-là qu'en fait, après sa naissance, fort fatiguée, elle était partie se reposer. Et voilà notre bébé, fille de 4 kilos, qui se retrouve sans maman, qui n'a d'ailleurs jamais su qui s'était occupé d'elle pendant ce premier mois de sa vie, parce que ni sa mère ni son père ne s'en souvenaient. Aucun des deux ne se souvenait de qui avait pris le relais. Il a dû y avoir une nounou, enfin bon, il y avoir quelqu'un, forcément. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment de la séance corporelle, où il y a eu cette faim qui lui a secoué le corps, dès qu'elle est sortie de ça, sa première association, ça a été « Mon Dieu, quelle horreur, une mère qui n'arrive pas à nourrir son bébé ». Association purement projective, comme si, en fait, elle s'intéressait à sa propre mère. Alors que dans l'après-coup, l'histoire, c'était tout autre chose. Et ensuite, la deuxième association, ça a été pour elle le conflit de couple. Et tout d'un coup, elle se dit « Ah ben bon, d'accord, jamais plus je me disputerai pour une affaire de famille. » Elle a donc tout à fait repéré instantanément. Donc comme si ce conflit de couple se résolvait de lui-même grâce à l'émergence de cette trace. Donc, vraiment, c'est à ce moment-là, ce n'est qu'évidemment, par contre, ce n'est qu'après avoir interrogé sa mère et avoir récupéré l'histoire, ce n'est qu'après ça qu'elle a pu associer, évidemment, l'éprouvé douloureux de la faim avec le vécu d'abandon qui avait été présent au même moment. On se retrouve donc ici avec une trace psychique qui est comme un reste qui échappe et comme une absence de parole. Alors, un peu plus tard, dans la réflexion autour de ces questions, évidemment, elle a eu un retour sur sa propre adolescence et elle a repéré en quoi, quel avait été l'impact dans sa traversée d'adolescence personnelle, dans une forme de compréhension d'après-coup, elle avait pu repérer la réactivation, l'élaboration et finalement l'imaginaire qui a pu résoudre et lui donner une vérité de sa propre histoire. À partir de là, vous voyez comment elle a pu finalement, de nouveau, améliorer à 45 ans la façon dont elle pouvait se penser elle-même et penser dans l'après-coup sa propre traversée d'adolescence. Alors, ce qui s'inscrit dans cette trace, c'est véritablement le lien de vérité entre la parole et le corps. Et c'est ça qui va être questionné chez le psy, évidemment, pour nous tous adultes. Alors, j'espère vous avoir convaincu qu'une trace, ça existe. On pourrait donc dire que la trace, c'est comme une cicatrice psychique. Alors la cicatrice de l'enfantement sur notre corps, c'est le nombril, c'est l'ombilic. Alors les traces, je vous dis que ce serait plus comme les grains de beauté, le psychique, comme les taches sur la peau, les taches qui augmentent au fil de l'âge, ou les taches de rousseur, les uns en ont plus que les autres. Et même parfois les névis, certains peuvent mal tourner. C'est bien qu'ils se cancérisent parfois. Alors, n'oublions pas qu'une cicatrice, elle a un potentiel de nouveau départ dans la vie.
Juste une petite parenthèse sur la question de l'automutilation à l'adolescence. Nous savons, les soignants, nous savons que les jeunes qui se coupent, en général, pour eux, la coupure, la douleur physique, la cicatrice dans le corps les soulage. Elle est plus facile à porter pour eux que la souffrance psychique. Et que souvent, après un passé difficile, passer par une cicatrice du corps améliore. Et c'est peut-être un peu comme ça aussi que j'ai compris ce qui a été dit en fin de matinée sur la question des gentle césariennes. Ça, je vous avoue que moi j'ai été effarée à l'idée qu'une femme sur 5 qui a une césarienne, ça, je trouve ça effarant comme chiffre. Je n'aurais jamais imaginé ça. Pour vous donner un exemple, il y a un jeune que j'ai suivi qui a eu une longue période de toxicomanie assez lourde et qui maintenant a eu une hernie cervicale. Et alors, il était évidemment inquiet. Il avait très très peur de se faire opérer. Il ne voulait pas se faire opérer. Et en même temps, il était attiré par cette opération comme un aimant. Alors il a demandé plein de conseils à différents chirurgiens, il avait un très très bon ostéopathe, à différents soignants. Et exprès, manifestement, il est allé vraiment chercher les avis opposés. Donc il savait très très bien que maintenant, voilà, évidemment, on continue à opérer des hernies cervicales, mais que aussi, on peut proposer aussi des traitements intermédiaires. Et il a digéré, élaboré tout ça, et il a fini par décider de se faire opérer. Cette opération s'est très très bien passée, et dans la façon dont il en parlait, c'était très très... On percevait la façon dont il mûrissait les choses, et dont au fond, pour lui, il y avait une association entre cette prothèse qu'on allait lui mettre dans sa colonne cervicale et la possibilité pour lui de rompre avec son passé de toxicomane et de pouvoir asseoir sur cette cicatrice son abstinence. Voilà, donc je trouve que ça éclaire bien la prudence avec laquelle on vous a répondu tout à l'heure sur la question. Voilà, on a envie, très souvent, enfin, en tout cas moi, très souvent, on a envie de penser que quelque chose n'est pas bon, que quelque chose est dangereux, que quelque chose est mauvais. Et puis les choses sont beaucoup plus complexes que ça, beaucoup plus délicates, beaucoup plus... et voilà, on dit toujours au cas par cas, sauf que le au cas par cas, c'est une parole de psy et c'est pas une parole, évidemment, de guidelines médicales. Alors, la deuxième histoire, le deuxième temps de mon exposé, où je vais vous parler de l'adolescence, ce que j'ai appelé adolescence, évidemment, avec un clin d'œil pour les organisateurs du congrès. L'adolescence en tant qu'une perte pour un gain. Alors, je vous raconte l'histoire, je l'ai intitulée « Anya et la violence au travers des générations ». Et la violence, finalement, c'est la violence de la naissance dont on a parlé ce matin. Donc, je pense qu'il y a certainement un parallèle important. Alors, en fait, c'est une de mes collègues qui me demande de rencontrer des parents avec leur fille aînée, parce qu'ils ne s'en sortent pas avec elle. Et elle est inquiète, parce qu'elle dit que la fille pète un câble à un point tel qu'elle a vraiment peur qu'il y ait de la psychiatrisation. Et donc, elle me dit, écoute, je te les envoie et voilà, vois ce que tu peux faire, que voilà, cette affaire ne se dégrade pas. Alors, j'accueille la maman seule. Je ne suis pas étonnée, parce qu'au téléphone, logiquement, je devais accueillir père, mère et fille, mais au téléphone, j'avais senti quelque chose dans le ton de la voix de la maman qui me faisait penser qu'elle avait besoin d'un temps pour elle avant de venir avec le père et la fille. Alors la maman me raconte, il s'agit d'une maman très sympa, une chouette famille. Elle raconte très spontanément d'abord la préhistoire. Et ça c'est en réponse à une question parce qu'elle a un nom tout à fait amusant.
avec les consonances d'Europe de l'Est, un nom double. Et donc, voilà, en guise de bonjour, je lui demande quelle est l'origine de ce nom. Mais ça, à partir de là, elle parlera pendant au moins 40 minutes, très spontanément. Et donc, elle me raconte que son mari est un homme d'origine juive, d'origine polonaise et allemande, que le père de son mari a été un enfant caché dans une ferme pendant la Seconde Guerre mondiale, et que sa maman est née dans un camp de résistants et rejetée après la guerre. Elle me fait sous-entendre, sans le dire clairement, que l'origine de sa mère est suspecte. Et alors elle-même, elle est d'origine, elle a un père qui est iranien, et dont le père était un colonel à l'époque du Shah, et donc un réfugié politique, et sa mère d'origine allemande aussi. Donc vous voyez que la question n'était pas sans avoir un fondement. Alors ensuite, elle me raconte les débordements de sa fille aînée, Anya. Elle a une deuxième petite fille de 12 ans, Anya a 14 ans, Lise en a 12, et Anya, elle me dit, est une petite fille voilà, qui demandait beaucoup d'attention quand elle était petite, puis quand elle était en primaire, elle était souvent la cible de la fille la plus populaire de la classe, et puis depuis qu'elle est en secondaire, c'est beaucoup plus dur. Elle a vraiment des difficultés avec les enfants de son âge, et elle n'arrive à gérer, c'était une phrase assez jolie, elle me dit, elle n'arrive à gérer ni la bienveillance ni la malveillance des autres. Et elle explique la façon dont, quand même, elle a accumulé des épisodes de violence extrême, de harcèlement grave, et elle me dit, cette fille actuellement, c'est un vrai antiphone sur pattes, elle est toujours dans l'excès, soit elle est chaotique, elle est dérangeante, soit elle s'isole, soit elle est envahissante, enfin, bon, et en plus de ça, la jeune fille l'a menacée récemment de mettre fin à cette vie de chien. Alors, elle passe très spontanément, elle passe au mari, et elle me dit ces phrases, mon mari, c'est mon père sans la violence. Il est sensible, introverti, brillant, responsable et papa présent. Une belle personne qui n'a pas droit à l'erreur et ne peut pas perdre la face. Je pourrais vous le typer en disant grâce à Samuel à cause des autres. Bon, 40 minutes ont passé. J'ai envie de dire détendu, agréable, malgré quand même la gravité d'une série de choses qu'elle me raconte. Et donc, je lui demande à ce moment-là, mais au fond, dites-moi comment s'est passée la grossesse et la naissance de ce premier enfant. Et elle me répond, grossesse de rêve et naissance fantastique. J'ai cru entendre ça ce matin. Alors, je lui réponds, je lui dis, bon, écoutez, dans ce cas-là, racontez-moi. Et à ce moment-là, elle prend la parole et très très vite, elle va être secouée d'émotion, elle va être totalement submergée et entre ses larmes, elle me raconte le mois de cauchemar qu'elle a vécu autour des 5 mois de grossesse en attendant des résultats d'une amniosynthèse qui était imposée par les médecins pour un triple test inquiétant. Ça qu'on lui a dit. Et alors elle me dit, j'ai eu une peur panique car on m'a dit que je risquais de perdre le fœtus. Et le pire, c'est que nous ne savions pas que faire en cas d'anomalie. Voilà.
prend évidemment le temps de parler de ça. Et assez vite, je me rends compte que donc cette grossesse, elle peut en faire, elle peut le raconter comme quelque chose d'idéalisé, comme un souvenir idéalisé, mais qu'il est en même temps totalement traumatique et non élaboré. Et évidemment, dans ce temps court de consultation, c'est elle qui a mené les thèmes et la façon dont les thèmes se suivaient. Parce que moi, le seul thème que j'ai amené, c'est ouvrir sur la question du nom, et puis lui demander comment s'était passée cette naissance. Elle-même, à ce moment-là, reprend la parole et me dit combien elle est touchée, bouleversée, étonnée, combien c'était imprévu pour elle, combien elle n'avait absolument pas conscience d'avoir cet enquistement, comme ça, d'un trauma non élaboré. Et évidemment, j'ai beaucoup de mal à ne pas faire, en ce qui me concerne, le lien avec, quand même, du transgénérationnel. Voilà. Et donc, mon hypothèse que je lui soumets, c'est quand même que sa fille Anya doit souffrir de ce qu'on pourrait appeler le syndrome des 3T. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit elle-même, Anya, débordée par elle-même, enfant trop belle, trop vive, plus talentueuse que les autres. Elle ne se sent aucune limite, elle ne sent pas les limites, et elle encaisse en retour, évidemment, la violence qu'elle n'a pas conscience d'engendrer. Et son état de stress post-traumatique de Anya s'explique par les violences accumulées, qui s'aggravent avec l'âge. Alors les 3T, eh bien, c'est forcément le trop du haut potentiel, qu'on pourrait appeler alors handicapé du potentiel, qui est décompensé par le traumatisme maternel, transmis au fœtus au cours du 5e mois de la vie intra-utérine. Les mises en scène traumatiques se concrétisent dans le harcèlement et les scènes de violence subies à l'école et ailleurs par Anya, qui, elle, totalement dépassée, met en jeu sa vie comme pour conjurer ce qui se répète au fil des générations comme terreur de mourir ou de causer la mort. Étant restée brute, non parlée, non intégrée, car déjà héritier par le transgénérationnel chargé qui a engrammé des traumas non élaborés à la génération précédente, car basés sur des prises de risques qui ont été suivies de sauvetages répétés. Parce que finalement, les 4 grands-parents vivants sont comme 4 personnes sauvées, et ça donc avec quelque chose en écho dans les 2 lignées. Voilà pour cette histoire. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que cette histoire s'est étendue très rapidement. Il a suffi de 3 consultations pour que les choses se détendent, parce qu'évidemment, de nouveau, les choses ont pu être parlées, les émotions en synchronicité des histoires et toute une série d'histoires se sont dénouées. Et donc, ça n'a pas été très compliqué pour ses parents de redonner de la contenance, parce qu'ils ont évidemment réalisé la façon dont cet enfant n'avait pas été contenu depuis le début par rapport à cette énergie débordante qu'elle avait. Alors je propose maintenant de vous donner, de vous proposer 4 points de repère communs à la naissance et à l'adolescence. Vous allez les reconnaître, on en a déjà parlé ce matin. Alors les 4, ce serait une mutation, une castration, une séparation et une prise de risque. Je vais juste un tout petit peu développer les 4 points, et puis je vous raconterai une 3e histoire
alors puisqu'on est parti de nous, hein, de ce qui peut arriver à n'importe qui à 43 ans, à quelque chose qui, quand ça émerge et que les mots se trouvent, ça illustre aussi ce qui a été dit ce matin, c'est que quand il est possible de mettre les mots, que les choses se réouvrent et se parlent et se résolvent, et puis une situation, alors issue de la psychiatrie lourde, et ça c'est toujours très riche parce que c'est une très bonne école. Un peu comme ça vous a été dit aussi ce matin, les choses deviennent très difficiles, on peut apprendre à faire et à penser les choses autrement. Alors une mutation. La mutation, c'est une rupture d'évolution. Je pense que ça c'est très important. Parce qu'évidemment, une rupture d'évolution, ça veut dire qu'il y a un avant révolu, un après qui est d'une autre nature, un impossible retour, évidemment. Alors, à la naissance, c'est évident. Ça n'a pas besoin d'explication, hein, puisqu'il s'agit du passage du fœtus au nourrisson, accompagné de la perte du monde aquatique et de l'adaptation à l'air et à la digestion. Par contre, à l'adolescence, c'est souvent méconnu, parce qu'un enfant, il grandit, et ça, c'est une évolution. Et puis l'adolescence, c'est une rupture d'évolution. Ce n'est pas, hein, c'est pas le grandir qui va produire l'adolescence. Alors, il s'agit à l'adolescence d'une mue sans parole, de la mort de l'enfance, qui entraîne la perte de ses piliers sécuritaires, le référentiel parental et le jeu comme prothèse à la réalité. On disait qu'on jouait à. L'adolescence est donc une mutation des liens imposés par la nubilité à venir ou advenue. Alors c'est une castration. J'emploie évidemment exprès le mot pour quand même le rendre un peu plus familier et un peu plus supportable. Et le mot castration est évidemment à prendre dans le sens analytique du terme, c'est-à-dire une perte pour un gain. On est tous d'accord de gagner. S'il faut perdre d'abord, c'est embêtant. Alors, l'humain, il est ainsi fait. Il espère toujours qu'il va pouvoir gagner sans avoir à perdre. Grandir et accéder aux atouts de l'être adulte sans avoir à perdre les privilèges de l'enfance. Alors, la castration, ou autrement dit le manque à l'être, c'est pour le sujet ce qui fera moteur à ses propres projets de vie. Sortir de la toute-puissance, à sa quête d'épanouissement et à une possible réalisation. C'est le mot que les psys utilisent pour nommer l'incomplétude humaine, le moteur du désir, articulé à la pulsion de vie. Mortels que nous sommes, cette pulsion de vie est assortie d'une pulsion de mort qui impose une limite à notre incarnation humaine. Troisième point commun, une séparation. Une séparation qui est évidemment de nouveau concrétisée par la coupure du cordon ombilical à la naissance et par la coupure de ce même cordon psychique à l'adolescence. Lâche-moi les baskets, dira l'ado à son parent poule. Coupe donc ton cordon, dira le parent à son ado irresponsable. Nous savons que c'est le tiers qui constitue la clé de voûte de ce processus. Il s'incarne dans ce que nous appelons la fonction paternelle. La naissance aura séparé les corps, il restera à séparer les destins à l'adolescence. Le tiers, c'est celui sans qui un événement ne pourrait advenir,
même s'il est absent au moment de l'événement. Il est bon qu'il soit présent, mais il n'est pas indispensable. Une parturiente suffit au déroulement d'une naissance. On ne le sait que trop. Cela légitime que nous parlions plutôt du père des origines, communément appelé le père biologique, mais selon la logique du vivant, bios logos, le père de la parole. Il s'agit toujours d'une histoire de vie, et donc racontée. L'histoire n'est pas la graine, et pas le sperme, mais celle de l'homme qui l'entoure, celle d'un géniteur. Je me souviendrai toujours de la violence avec laquelle un jeune garçon de 16 ans est sorti de mon bureau parce que je l'avais convoqué, parce qu'il avait été né avec sa maman avait eu une aventure et il était né et sa maman s'est remariée, l'a adopté, donc il vivait dans une famille avec son père d'adoption, sa mère et son petit frère, mais bon, il était lui tout à fait à l'arrêt et donc j'avais proposé qu'on ouvre quand même de nouveau sa préhistoire. Et sa maman a tout de suite répondu mais vous savez, je savais que ça arriverait un jour. Elle a tout de suite répondu mais je sais très bien où le trouver ce monsieur. Et je vais lui envoyer une lettre, je vais lui demander s'il veut bien venir vous rencontrer. Et lui aussi, il s'y attend. Nous avions convenu que malgré son départ, vu que je gardais l'enfant et que je le mettrais au monde et qu'il grandirait avec nous, voilà, un jour je lui raconterai. Et j'ai du mal à continuer mon histoire parce qu'en fait je suis en train d'associer à quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. En fait, cet enfant a pleuré pendant 1 an. Il a été élevé par ses grands-parents. Et donc j'ai vu les grands-parents d'ailleurs aussi. Et il avait pleuré pendant 1 an. Et donc ça avait été très 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 difficile la première année de cet enfant. Et c'était insupportable pour la maman, parce que vu qu'il passait son temps à pleurer, c'était vraiment invivable. Et j'ai beaucoup mieux compris grâce à la matinée. Voilà. Donc j'étais en train de me dire, mais au fond, j'étais quand même idiote, je n'avais pas compris. Voilà, parce que, d'accord, j'aurais accepté qu'il pleure pendant 1 semaine, mais avec ce que vous avez raconté ce matin, je me dis qu'au fond, oui, effectivement, il pouvait avoir pleuré pendant 1 année entière. Si j'avais su, j'aurais probablement mieux pu apaiser cette maman. Parce que cette maman, elle restait vraiment très mal. Parce que c'est terrible de ne pas arriver à apaiser un enfant, parce que c'est vrai que c'est quand même la sensation qu'on a comme maman quand un enfant n'arrête pas de pleurer. Bon, et donc le garçon, par contre, lui, donc quand je lui ai annoncé que nous allions contacter son père pour le rencontrer, il est sorti de mon bureau, il a hurlé, sorti de mon bureau en criant et en claquant la porte et en disant « J'en ai rien à foutre, Anne, c'est du vulgaire sperme !» Voilà, il est sorti comme ça, avec toute sa rage, il est sorti comme ça, donc lui, il ne voulait pas savoir qu'il y avait un homme autour, qu'il y avait eu un homme, qu'il y avait eu une histoire. C'était comme s'il avait pris sur lui une part de cette histoire dramatique. Nous parlerons par contre de la mère de naissance, celle qui a enfanté. Alors le père de naissance est celui qui accueille l'enfant à la naissance, souvent le même, mais pas forcément, celui qui va reconnaître ou non l'enfant et lui donner ou non son nom. Le père d'éducation sera soit, encore une fois, le même, souvent, un ou le compagnon de la mère, et il existe aussi l'enfant qui est adopté, et donc le père adoptif ou la mère adoptive.
la séparation, dans cette situation d'adoption, la séparation des destins se fera alors dès la naissance ou au moment de l'abandon. Et l'adolescence sera, pour l'enfant adopté, une répétition. Il devra se traverser, cette répétition devra être traversée en l'absence des protagonistes de sa naissance, qui, d'ailleurs, plus ils sont absents, plus parfois ils prennent de la place. Alors la naissance d'un enfant est donc le fruit de la rencontre entre deux êtres manquants. Après une gestation en symbiose dans le ventre de sa mère, il est séparé d'elle et il est arrivé sur terre immature et dépendant. Il a grandi couvé par le maternage parental, ou de substitution évidemment, et l'heure du relais a sonné. Dorénavant, le jeune est tenu de s'autonomiser au rythme de sa responsabilisation progressive. Nouvellement séparé, le jeune s'attellera au travail identitaire. Qui suis-je? Qui lui permettra de se découvrir unique et différent, d'expérimenter la vie et ses contours, de trouver ses mots à lui pour poser une parole propre et prendre le risque de la rencontre de l'autre, un ou une autre avec qui partager un bout de chemin. L'appel au père, à la fonction paternelle, à l'instance tierce qui sépare, donne aux jeunes l'appui nécessaire à trouver sa voie. J'ai bien dit la fonction paternelle. Et nous savons, en tout cas les soignants le savent, qu'elle est énormément actuellement portée par les femmes, les mères et les femmes. Donc, le maternage est, grâce à Dieu, aujourd'hui partagé par le père et la mère. Soyez tranquilles, la fonction paternelle demeure. Laisser perdurer du lien fusionnel mène à des phénomènes bien connus dans notre société. Je pense évidemment au bébé couple ou à l'adolescent incruste, phénomène parodié dans le film qu'on a tous vu, Tanguy. La fonction paternelle est aujourd'hui largement partagée par les hommes, les femmes, les pères, les mères, les compagnes, les compagnons, ainsi que par les professionnels de l'adolescence. Et là, vous me pardonnerez, c'est très difficile pour moi de ne pas faire un petit écart par l'école pour déplorer, encore une fois et toujours, combien c'est désespérant, dommage et, pour ne pas dire idiot, que les enseignants ne soient pas formés comme éducateurs autant que comme transmetteurs de savoir. Tant le potentiel éducatif de l'école est sous-employé. Et si autrefois les ados n'aimaient pas leurs écoles, actuellement la majorité des élèves aiment leurs écoles et seraient donc tout à fait prêts à rencontrer des éducateurs, mais pas l'éducateur qui est juste là pour leur dire, pour leur donner une retenue parce qu'ils sont arrivés 5 minutes en retard. Des adultes, vrais éducateurs. Moi, je me rappelle cette jeune qui me disait, à qui je demandais si elle aimait l'école, et elle m'a répondu ah ben, évidemment, docteur, que j'aime mon école. C'est l'enseignement qui est secondaire. Alors, dernier point, une prise de risque, dont nous savons qu'elle est nécessaire à l'adolescence. La mise en danger de soi comme acte créatif, fondateur de la naissance à soi, passe par un risque constructif. Évidemment, il doit rester modéré. Alors, Guillemin le décrit bien quand il parle d'un besoin traumatophilique. Okay? On sait qu'on peut aimer certains aspects de quelque chose qui a pu être traumatisant parce qu'on l'apprivoise. Moi, je pense que c'est certainement
pour ça aussi que Françoise Dolto disait à cette célèbre phrase où elle dit « En fait, un ado, il a besoin de se sentir opprimé. Vous n'avez pas le droit de l'opprimer, mais il va beaucoup mieux quand il peut se sentir et se dire un peu opprimé. Voilà, ça le soulage. » Et donc, elle explique ça parce que ça le force à un travail de digestion, d'assimilation du trauma de l'expérience de la naissance, par la répétition. C'est vrai que quand même, on a assez vu, pendant l'accouchement, l'éprouvé du passage asphyxiant est vécu différemment par le bébé selon le déroulement de celui-ci. Et ce passage est d'ailleurs considéré comme un massage crânien, et les ostéopathes, pas sans raison, proposent de le faire aux enfants qui sont nés par césarienne. Alors, je pense que je vais m'arrêter, parce que si je m'arrête, je laisse tomber notre troisième histoire. Tant pis pour vous. Dans la rue. Pour moi, il n'y a pas de problème à laisser poursuivre. Voilà, je suis votre accord aussi quand même. Vous pouvez lever le doigt ou... Non, on va terminer un peu plus tard. On est bien d'accord là-dessus, évidemment. Bien sûr. On ne va pas amputer le temps du boulot quand même. Par contre, je vous engage quand même à rester jusqu'au bout, s'il vous plaît. Merci. Et ce sera de mieux en mieux, en fait. Ouais. Alors, j'aime bien vous raconter cette histoire parce qu'en fait, c'est quand même intéressant de voir que parfois, quand les choses sont les plus graves, eh bien, elles gardent le même potentiel de guérison. Voilà. Alors, je vais extraire de cette histoire ce qui nous concerne, parce qu'elle est complexe. Il s'agit d'une jeune, je l'appelle Justine, qui a été admise au centre thérapeutique pour ados, qui fait des séjours thérapeutiques résidentiels. Et elle est envoyée pour un séjour de 6 mois. Alors, elle est envoyée par le foyer dans lequel elle réside. Elle traîne un diagnostic lourd de psychose infantile, de débilité mentale et de comportement à risque avec violence. Et donc, en fait, elle ne correspond pas aux critères d'admission classiques du centre, mais pour une raison que j'ignore, l'équipe d'admission s'est laissée convaincre et donc Justine s'installe. Alors, Justine, elle se déploie très rapidement. Tout est décalé avec elle. Elle est vraiment atteinte. Elle trimballe vraiment de la folie. D'où vient cette folie? Ça, c'est une autre affaire. Elle est grande, elle en impose, elle est touchante comme un bébé et elle est exaspérante. Toutes ses paroles sont à côté de la plaque. Elle est effectivement frappée de débilité et en même temps, c'est une forme de débilité où c'est comme si elle ne veut rien savoir. Hein? Comme quelqu'un qui, à côté d'être bête, transpire l'entendement. C'est vraiment agressant, une bêtise agressante. Alors, elle est collante à faire péter un câble à ses interlocuteurs, elle est inefficace dans ses tâches, maladroite, envahissante, irresponsable, opposante, transgressant sans cesse. Enfin bon, l'adulte, pas plus que les jeunes, ont une prise sur elle. Personne n'a la moindre prise sur elle. Bon, on pourrait continuer comme ça, tellement elle met le groupe des ados et l'équipe à rude épreuve. Sa mère refuse qu'elle rentre à la maison le week-end, parce qu'il faut savoir que le centre est fermé les week-ends et que donc les jeunes rentrent du vendredi soir au dimanche soir. Et la maman, elle légitime son refus en disant que le dernier week-end où elle est rentrée, il y a eu, comme d'habitude, des disputes encore beaucoup plus violentes que d'habitude, et la maman a vraiment cru qu'elle allait se faire tuer. Tant cette fille est maintenant plus grande qu'elle, comme une forcenée, et la bagarre a été d'une telle violence que la maman a vraiment cru qu'au tour suivant, elle y passerait. Et c'est d'ailleurs le fils, qui a 1 an et demi de moins, et qui est baraqué comme tout, qui a séparé la fille de sa mère. Bon. Le deuxième chapitre de cette histoire, vous allez comprendre, ça va être assez rapide, c'est évidemment une équipe soignante en panne. 5 mois ont passé,
l'équipe est en même temps touchée, remuée, attachée à cette fille, à cette grande fille en détresse, mais complètement à bout de nerfs, et les ados ne la supportent plus. Ce qui est évidemment surtout décourageant pour l'équipe, c'est le fait qu'aucune intervention à le moindre effort. Et Justine, par contre, elle est cool, elle va bien, elle est très bien là où elle est, et elle s'apprête à demander une prolongation de 3 mois. Et moi, comme médecin responsable, je me retrouve avec la difficulté de savoir comment je vais arriver à remotiver mon équipe. Alors, une trace a émergé, et l'effet de surprise de cette trace va faire basculer la spirale. Alors, je convoque la mère, qui reste hors d'elle de colère contre Justine, et je lui impose une rencontre à nous deux, sans Justine, ce qui fait exception au dispositif, parce que ce n'est pas prévu. Nous ne recevons évidemment jamais un parent sans son jeune, et Justine, d'ailleurs, refuse et m'interdit de voir sa mère. Je passe outre le non-accord de Justine, et je rencontre la maman. Alors, je lui dis que nous sommes très que nous avons beaucoup d'intérêt pour Justine, mais quand même un souci important, parce qu'elle n'évolue pas, qu'on a l'impression que les outils qu'on lui propose, elle ne les prend pas, et donc qu'on se sent quand même de plus en plus incompétent. Voilà, on se retrouve avec ça, et que donc, elle est la mère, moi je suis la responsable, peut-être qu'à nous deux, on pourrait essayer d'ouvrir quelque chose dans cette histoire. Alors, je réitère ma demande, parce que j'avais déjà demandé évidemment à la maman avant, de raconter la préhistoire de Justine. Et jusque-là, elle avait toujours refusé, en disant qu'elle avait droit au secret de sa vie privée, et que donc je n'avais pas à lui poser ce type de questions. Alors, une nouvelle fois, elle argumente son refus en me disant que de toute façon, elle ne me racontera rien parce qu'elle me connaît, je vais l'obliger à tout raconter à Justine dès qu'elle m'aura raconté ses secrets. Et que ça, il n'en est pas question. Parce qu'il faut quand même que je sache qu'elle est dans la situation économique précaire dans laquelle elle se trouve, les coupables payent son silence. Je me dis, waouh, les coupables, oui. Évidemment, malheureusement pour elle, ma grande feuille de chou s'est allumée. Et je ne dis rien, je ne réponds rien, je dis oui, c'est vrai, vous connaissez les psys, c'est vrai, ils sont comme ça. Maintenant, je ne dis rien d'aucune façon et j'insiste. Je dis écoutez, je comprends très bien, mais en attendant, la situation est grave, et elle craque. Et elle craque et elle dévoile évidemment une longue histoire d'abus intrafamiliaux par un grand-père et un oncle. Et elle me raconte son dégoût, son désespoir en se découvrant enceinte tardivement, parce que comme par hasard, ces grossesses-là, on ne s'en rend compte qu'après 5 mois, ses tentatives d'avortement qui ratent, la grossesse à son corps défendant, et je vous avoue que je suis passablement pétrifiée, et je m'entends lui dire « Mais madame, votre fille n'a-t-elle pas failli vous tuer il y a quelques semaines ?» Et elle me répond tac au tac « Oui ». Et je poursuis de nouveau, honnêtement, je m'entends lui dire « Mais dans ce cas, madame, vous et votre fille, ne seriez-vous pas enfin quitte ?» Je m'arrête, pétrifiée. Mon Dieu, qu'ai-je osé dire? Catastrophe. C'est tout sauf une parole de psy. C'est absolument inadmissible. Bon. Et donc, encore toujours choquée par ce que je viens de lui dire, de ce qui m'a échappé, vraiment. J'ai évidemment la sensation d'avoir loupé totalement l'autocensure nécessaire à mon métier, et donc je me tais, je ne dis plus rien. Et la maman de Justine sort un mouchoir, et elle pleure, et elle me dit « Vous avez raison, nous sommes quittes. » Et je vais lui raconter mon histoire. Mais dites-moi,
est-ce que je suis obligée de lui révéler le nom de mes abuseurs? Écoutez, vous pensez bien que moi je n'ai rien dit du tout. Vous direz ce que vous voudrez, madame. Voilà. Et donc, si je vous raconte la suite, je pense que vous ne serez pas étonnés. Accompagnée, évidemment, elle a été évidemment accompagnée, cette maman, pour révéler à Justine son histoire périnatale, et elle a pu répondre aux questions de sa fille, tout en préservant sa part d'intimité. Et Justine a pu commencer à se penser elle-même. Et pas à pas, elle est sortie de sa pseudo-débilité. Première étape. De plus en plus souvent, elle avait envie de savoir. Elle est devenue nettement plus supportable pour le couple et elle a pu utiliser le dispositif thérapeutique. Il y a eu des week-ends en famille, je ne vous dis pas, houleux, mais sans violence physique. Et elle a poursuivi son retour à la santé mentale pendant 2 ans dans une institution avec internat et scolarité accompagnée. Et elle s'est progressivement libérée de la schise entre une Justine vengeresse déchaînée et une Justine agneau innocent et abruti, étant ni l'une ni l'autre. Dans l'ignorance de sa propre histoire, elle était incapable de se penser elle-même. Et elle ne pouvait que se débattre, agie par l'histoire d'autrui. Alors, rassurez-vous, je ne crois pas un instant que cette tentative loupée d'avortement a été la cause de la psychose infantile, diagnostiquée par mes collègues pédopsychiatres. Par contre, je suis persuadée que la synchronicité contextuelle, la pression de l'urgence à parler vrai et la congruence émotionnelle ont réveillé la trace d'un mourir ou vivre de la période intra-utérine et que ça a fait écho au vivre ou mourir mis en scène par cette adolescente. La trace a permis la répétition et créé l'occasion du renversement de la spirale destructrice et après ça, le travail identitaire qui a été accompagné a permis à Justine de sortir de la folie. Voilà. Je vais m'arrêter. Parce que la conclusion, c'était vraiment pas nécessaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ça avec beaucoup d'attention. Nous allons passer à l'orateur suivant. Et après Philippe Boubeau, qui va commencer à présenter. Nous aurons